Bonjour à tous. Et pour introduire cette réflexion sur les mémoires de la guerre civile à travers la Commune, je vous propose de commencer par une plate évidence, maintes fois entendue, maintes fois rabâchée, qui serait « ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire ». On peut poursuivre par un aphorisme assez stimulant qui est celui de Karl Marx, qui a dit de la Commune qu'elle est, je cite, « un sphinx qui met l'entendement à rude épreuve ». Et de fait, la Commune de Paris en 1871 est une révolution singulière, complexe, utopique. Et cette brève insurrection souveraine, qui est rythmée par la guerre civile avant d'être implacablement réprimée, a eu et a encore la forme d'un sphinx, c'est-à-dire d'un événement qui pose des énigmes et bouscule donc nos certitudes. Et à scruter les mémoires de la Commune, de 1871 à nos jours, les mémoires, c'est-à-dire l'impact de l'événement, sa résonance dans différents contextes, ses usages politiques successifs, à scruter donc les mémoires de la Commune, il n'est plus du tout évident que ce soit les vainqueurs qui imposent leur récit. Ici, la mémoire des vaincus semble plus forte, plus présente que la mémoire des armées de l'ordre versaillais. Alors, un bref point justement sur les différentes mémoires de la Commune pour plus de clarté. On peut sommairement la diviser en trois tendances. La première, c'est la mémoire communarde, qui est la plus importante et qui est portée par les groupes révolutionnaires dans leur diversité. Elle s'efface très rapidement pour devenir le propre, la spécificité de l'extrême droite la plus réactionnaire et donc rapidement marginalisée. Alors que l'extrême droite contestataire, elle, s'efforce à sa manière de capter la Commune et de se l'approprier. Il y a enfin une troisième mémoire, que l'on pourrait appeler la mémoire républicaine, qui s'efforce en vain d'être consensuelle et de réconcilier les anciens adversaires. Et donc, dans ces conflits mémoriels, on peut se poser plusieurs questions. Tout d'abord, quelle place les vaincus, puis ceux qui perpétuent leur mémoire, quelle place accordent-ils à une guerre qu'ils ont perdue? C'est-à-dire, comment une défaite peut-elle servir une commune qui est longtemps définie comme l'aurore des révolutions à venir? Du côté des vainqueurs, qu'ils soient versaillais ou républicains conservateurs, quelle place accorder à une guerre civile, c'est-à-dire une forme de guerre par définition encombrante? On peut, je crois, distinguer trois temps sur l'évolution de ces mémoires, sur ce rapport compliqué à la guerre civile. Le premier, c'est de 1871 à 1914. Alors que les mémoires se construisent, la violence des Versaillais, comme l'idéal du citoyen en armes, propre au début du XIXe siècle, deviennent peu à peu anachroniques. Et la mémoire communarde, quoique assez ambiguë sur ce sujet, enrôle rapidement l'insurrection au nom de la lutte antimilitariste. Le deuxième temps est marqué par l'hégémonie progressive du Parti communiste sur la mémoire communarde, et ça dure de 1920 à 1945, et sous leur impulsion, la Commune redevient à nouveau résolument guerrière dans le souvenir militant de cette insurrection. Enfin, à partir des commémorations de la Commune du centenaire en 1971, on constate que la Commune qui est redécouverte est en fait essentiellement une commune festive, libertaire dans la foulée de mai 68, et sa dimension militaire, de part et d'autre, tend à devenir quelque peu fantomatique. Donc c'est ces trois points que je voudrais développer ici avec vous. Et donc, plongeons-nous en 1871, le 29 juin plus précisément, c'est-à-dire un mois presque jour pour jour après la Semaine sanglante, une grande revue militaire a lieu à Longchamp. Toutes les autorités sont présentes et l'armée défile pendant plusieurs heures, c'est-à-dire l'armée des Versaillais. Et donc c'est cette même armée qui, après avoir été vaincue par la Prusse, a massacré d'autres Français. Donc ça pourrait être compliqué. La solution trouvée par la propagande versaillaise, c'est d'avoir transformé une insurrection, une révolution, une guerre civile en une croisade de la civilisation, Versailles, contre la barbarie communarde. Et ce faisant, il rejette au loin la notion d'affrontement fratricide, puisque ceux qui ont été massacrés ne sont plus des Français et finalement ne sont plus vraiment des hommes. Et ayant triomphé de cet apocalypse rouge,
l'armée de Versailles se retrouve au centre de l'ordre moral, c'est-à-dire ce mouvement ultra-catholique, réactionnaire et royaliste qui influence le pouvoir jusqu'en 1877. Donc voilà la mémoire que mettent en place les plus violents des vainqueurs de la Commune et qu'ils espèrent voir durer. Mais cette mémoire se révèle très vite intenable et de régénératrice, la victoire de l'armée versaillaise devient très rapidement honteuse, et notamment pour les républicains conservateurs ou modérés qui arrivent au pouvoir après la crise du 16 mai 1877. Ces républicains essayent de réduire l'affrontement entre communards et versaillais à une horrible guerre civile, antipatriotique de surcroît, puisqu'elle a lieu, selon l'expression consacrée, sous les yeux de l'ennemi vainqueur, expression reprise en boucle et notamment dans les manuels d'Ernest Lavis à destination des écoles. Et donc, en assistant sur cet affrontement fratricide entre révolutionnaires et réactionnaires, la République libérale essaye de se légitimer comme un régime consensuel, raisonnable et pacificateur. La guerre contre Paris n'est pas une révolution, ne saurait être une croisade héroïque, elle est réduite précisément au spectre de la guerre civile, et tout le reste, y compris les idéaux des communards, doit être oublié. Alors justement, du côté des vaincus, du côté des communards longtemps en exil, ils construisent un récit aussi héroïque que critique de leur lutte. Héroïque pour s'opposer à la violence infamante du discours des vainqueurs, et critique pour comprendre les causes d'une défaite qui, pour beaucoup, n'est qu'une bataille de perdus dans une révolution à poursuivre. Alors prenons l'exemple de Lissa Garay, dont l'histoire de la Commune de 1871, publiée en 1876, illustre avec force cette tendance. Son récit est irrigué par des faits d'armes épiques, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont quelque peu exagérés. Mais sous la plume de Lissa Garay, l'héroïsme combattant de la Commune s'enracine durablement dans les mémoires, servi par un style romantico-guerrier des plus remarquables, et je ne résiste pas à vous en lire un extrait exemplaire. Il parle du 101e bataillon des fédérés, et c'est parti, puis ça se passe dans le coin en plus. Le légendaire 101e. Depuis le 3 avril, le 101e ne s'est pas couché. Jour et nuit, le fusil chaud, il rôde aux tranchées, dans les villages, dans la plaine. Les Versaillais d'Asnières, de Neuilly s'enfuient 10 fois devant lui. Il leur a pris 3 canons qui le suivent partout comme des lions fidèles. Tous enfants du 13e et du quartier Mouffetard, indisciplinés, indisciplinables, farouches, rauques, habits et drapeaux déchirés, n'écoutant qu'un ordre, celui de marcher en avant. Au repos, ils se mutinent, et à peine sortis du feu, il faut les y replonger. Vous voyez, bon, Lissa Garay, il savait écrire. Mais au-delà de ces phénomènes héroïques mis en avant par Lissa Garay, comme les autres exilés, comme Marx aussi dans la guerre civile en France, Lissa Garay relève les erreurs de la Commune qui en fait sont pour la plupart d'ordre militaire. Pourquoi la Commune n'a-t-elle pas saisi l'or de la Banque de France pour mieux servir son effort de guerre? Pourquoi n'a-t-elle pas effectué une sortie en masse sur Versailles? Bref, les vaincus auraient aimé une Commune plus entièrement mobilisée vers la guerre, plus agressive, plus implacable envers l'ennemi. Alors, s'il note l'indiscipline communarde, en fait, c'est sur un mode mineur, parce que pour ces révolutionnaires du 1er 19e siècle, il faut bien comprendre qu'ils se définissent comme des citoyens travailleurs, partageant une culture des armes, c'est-à-dire exerçant leur souveraineté un fusil à la main, une démocratie finalement très directe, et à leurs yeux, la lutte pour la souveraineté et l'exercice même de la souveraineté, l'insurrection et son horizon politique ne sauraient être séparés. Les communards sont fermement convaincus que la souveraineté ne se délègue pas, ne se représente pas ou peu, mais qu'elle s'exerce. Et cette forme de démocratie directe est aussi assumée au combat. Donc les vaincus ne reviennent pas vraiment sur ces questions organisationnelles qui, pour eux, ne sont pas réellement un objet de débat. Et ces anciens insurgés, pourtant si martiaux, nourrissent cependant une commune détestation du militarisme, de la hiérarchie, des officiers, des galonnés. Ils l'avaient signifié déjà en démolissant la colonne Vendôme pendant la Commune, étant considérée comme un symbole du militarisme, et ils le signifient à nouveau lorsqu'ils construisent le mur des fédérés comme le lieu de mémoire communard. Le mur des fédérés permettant à la fois de
commémorer l'héroïsme des derniers combattants de la Commune et en même temps d'insister sur la violence de la répression militaire des Versaillais qui a fusillé en masse dans cet espace. Voilà où l'on en est lorsqu'ils sont en exil, mais en 1880, lorsque l'amnistie leur permet de revenir et que la mémoire communarde qui s'oppose à l'injonction républicaine d'oubli se déploie, ceux que le journal conservateur Le Temps appelle les revenants de la Commune, ces revenants donc semblent devenus d'anciens combattants quelque peu anachroniques pour la nouvelle génération socialiste qui s'est construite sans eux et qui a pris ses distances avec cet horizon de la prise d'armes. Et donc ces nouveaux socialistes entretiennent un rapport très ambivalent à la Commune entre fidélité et distance, se contentant de conserver pieusement le souvenir héroïque d'une insurrection martyre, mais sans insister sur un programme politique ou sur des pratiques insurrectionnelles dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, ou plus vraiment, tel l'ancien communard Édouard Vaillant, devenu une des figures du socialisme français, qui affirme en 1903, je le cite, « Il ne s'agit pas de savoir si la Commune a fait ceci ou n'a pas fait cela, s'il y a eu raison de le faire différemment. Elle a combattu, et cela suffit. » Vous voyez, il faut conserver un souvenir positif, mais sans insister sur les modalités précises de la révolution communarde, qui est une révolution insurrectionnelle, un fusil à la main. Et donc, suivant cette tendance, la Commune est de plus en plus mobilisée au nom de la lutte antimilitariste. Et ce, d'autant plus qu'à l'occasion de la crise boulangiste, donc vers 1887, ça commence, je crois, la première année, enfin dans ces eaux-là, d'anciens insurgés blanquistes qui sont justement passés à l'extrême droite contestataire, s'approprient la Commune militaire en insistant sur son patriotisme et sur son viril courage dans la défense de la capitale contre les Prussiens. Or, la lecture antimilitariste de l'insurrection qui se développe à ce moment-là permet aux socialistes et aux anarchistes de délégitimer cette tentative de captation tout en mobilisant la mémoire de la Commune pour une lutte en cours, une lutte du présent, s'opposer à Boulanger. On retrouve le même phénomène lors de l'affaire Dreyfus. La montée au Père-Lachaise, d'ailleurs, à cette occasion, réunit des cortèges plus nombreux que les années précédentes, c'est-à-dire à peu près 10 000 personnes, et les couronnes mortuaires déposées au pied du mur insistent à présent encore plus sur les dangers du militarisme et donc implicitement sur l'incompatibilité de la Commune avec les antidreyfusards. Et si l'on suit cet usage antimilitariste de la Commune, le paroxysme est incontestablement la manifestation aussi impressionnante que singulière de la commémoration de l'année 1913. Cette année-là, la SFIO entend intégrer l'hommage aux communards à une lutte en cours contre la loi des 3 ans, c'est-à-dire une loi qui prévoit de passer le service militaire de 2 ans à 3 ans, ce qui rétrospectivement est juste vertigineux pour ma génération, n'est-ce pas? Et cette loi, donc, passant le service à 3 ans, est interprétée à juste titre par les socialistes comme un élément de la marche à la guerre. Le président du Conseil, Louis Barthou, menace d'interdire la commémoration au Père-Lachaise et Jaurès renonce donc à monter au mur et déplace l'hommage au Pré Saint-Gervais. Ça donnera le grand meeting du Pré Saint-Gervais et 150 000 personnes se déplacent pour honorer la Commune et conjurer la guerre. Tous les discours tenus en haut de la colline du Pré Saint-Gervais commencent par un hommage aux morts de la Commune avant de dénoncer la loi des 3 ans. Et la une de l'Humanité triomphale met parfaitement en scène cette filiation, puisque à gauche, on peut lire l'hommage rendu aux morts de la Commune, et à droite, contre la loi des 3 ans. Alors, ceci dit, l'histoire des mémoires de la Commune, comme n'importe quel objet d'histoire, n'a rien de linéaire, de monolithique. Et les rythmes s'entrecroisent, se chevauchent, coexistent dans la tension. Ce qui veut dire que quelques vieux communards ont du mal à rompre avec le martial patriotisme jacobin de leur jeunesse. Et ainsi, en 1907, l'ancien insurgé Zéphirin Camélina, qui a l'une des plus longues notices dans le Métron, il a presque 70 ans de militantisme ininterrompu, donc Zéphirin Camélina, devenu trésorier de la SFIO,
se fait huer en 1917 lors d'une réunion privée de l'Association fraternelle des anciens combattants et amis de la Commune, car il déclare, je cite Camelina, « Il faut lutter jusqu'à notre entrée à Berlin pour y proclamer la République », ce qui est intolérable pour d'anciens communards. Et donc Camelina, comme d'autres, semble un peu imprégné du rêve maintenant désuet d'une armée libératrice apportant les lumières de la République sociale après avoir vaincu les tyrans. Néanmoins, si l'on suit Camelina, en 1920, au congrès de Tours, alors que l'on aurait pu croire que c'est un homme du passé, il adhère au jeune Parti communiste français, qui est ravi de récupérer l'un des derniers communards encore vivants, puisque, dans le même temps, le PCF s'approprie la mémoire de la Commune, qui devient, sous son impulsion, non plus pacifiste, mais plus guerrière que jamais. Et donc on arrive à la deuxième période, l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre, qui est le temps d'une commune militaire sous l'impulsion des communistes. Alors un bref petit rappel, la Commune est une référence centrale dans l'imaginaire communiste, puisque, à la suite de Marx, qui voyait dans l'événement le glorieux fourrier d'une société nouvelle, Lénine et Trotsky parlent très régulièrement de la Commune, non pas comme un modèle, mais comme une forme d'aiguillon plutôt. Et les deux, du reste, adressent aussi des critiques posthumes à l'événement qui dessinent en creux ce que doit être la dictature du prolétariat dans la Russie en révolution et en guerre civile. Donc la Commune est morte, disent-ils, de son indiscipline et de son excessive modération face à ses ennemis. En d'autres termes, le souvenir d'une commune généreuse et organisée permet de justifier leur propre terreur contre leurs adversaires pour ne pas avoir une réitération de la Commune. C'est la conclusion notamment que fait Trotsky dans La Commune de Paris et la Russie des Soviets, petit livre, brochure, plus qu'il a rédigé dans une atmosphère très guerrière, celle de son train blindé, en pleine guerre révolutionnaire, et Trotsky n'y va pas par quatre chemins, je le cite, « La Commune a été faible. Pour achever son œuvre, nous sommes devenus forts. On a écrasé la Commune, nous portons coup sur coup à ses bourreaux. La Commune, nous la vengeons et nous prenons sa revanche. » Les communistes français sont évidemment fidèles à cette ligne et accordent une place centrale à la Commune combattante, qui est particulièrement valorisée, presque autant que la Commune martyre. Il y a un événement très intéressant qui le montre. Lors de la montée au mur de 1926, a lieu le défilé inaugural des groupes de défense antifascistes, les GDA, qui sont le fer de lance du service d'ordre du parti, censé s'opposer aux agressions de l'extrême droite française. Or, ils imitent, ce faisant, les rituels paramilitaires de leurs homologues allemands, c'est-à-dire le Rote Front Kampfverbund, ce qui en français donne le front de combat rouge, ou front rouge, qui s'organise comme finalement l'armée du Parti communiste allemand. Et la veille du défilé de 1926, Zefira Camelina remet lui-même solennellement le drapeau des vétérans de la Commune au groupe de défense antifasciste. Et ce rituel est emprunté justement au groupe d'autodéfense allemand. En Allemagne, il en est fait d'usage de procéder à des échanges de drapeaux entre les centuries prolétariennes du Front Rouge et les drapeaux de l'armée et des régiments de l'armée rouge soviétique. Et donc, en France, manifestement, ce processus d'identification à l'URSS se fait via la Commune, qui constitue un substitut, semble-t-il, honorable à l'armée rouge, ce qui est pas mal comme symbole pour les communards. Et par ces cérémonies, le PCF met en scène non seulement sa filiation privilégiée avec l'URSS, tout en considérant qu'il mène un combat ininterrompu depuis 1871 et qu'ils doivent s'inspirer du sacrifice des communards pour éviter une nouvelle défaite face aux Versaillais modernes. Et donc, par ce discours de guerre civile symbolique, les communistes, dans les années 20 et 30, participent pleinement à ce que Serge Bernstein avait appelé ce simulacre de guerre civile qui caractérise les années 30, c'est-à-dire cette très forte tension politique, mais qui ne dégénère jamais en guerre civile réelle comme en Allemagne ou en Espagne.
simulacre de guerre civile qui illustre évidemment la très violente émeute des ligues d'extrême droite du 6 février 1934. Et on arrive au Front populaire, et les communistes décident d'abandonner un peu la dimension strictement trotskiste de la commune, une commune militaire, pour enrôler la commune au service du Front commun qui devient le Front populaire. Et donc il relie notamment 1871 à 1789, la commune se retrouve assagie, et les défilés au Père-Lachaise, notamment ceux de 34, mais surtout ceux de 35 et 36, deviennent des moments unitaires auxquels participent notamment les socialistes et les radicaux. Mais malgré tout, en cette veillée d'armes symbolique pour s'opposer au fascisme, l'imaginaire martial de 1871 reste exploité qu'une rare intensité par le Parti communiste. Ainsi, en 1934, 35 000 manifestants communistes au mur deviennent pour l'humanité 100 000 combattants. Donc le vocabulaire là-dessus est très clair. En 1936, 600 000 manifestants, record absolu de toutes les montées au mur, et les chiffres de la police et des organisateurs coïncident, semble-t-il, donc profitons-en. 600 000 manifestants donc, sont là, disent-ils, pour offrir sa revanche à la commune. Or, comme la commune a été massacrée, la revanche inclut donc un horizon éventuellement guerrier. Pour terminer, n'oublions pas que les brigades internationales qui partent combattre en Espagne assument pleinement et fièrement cette filiation avec la commune à travers 3 bataillons. Le bataillon commune de Paris, le bataillon Dombrowski, qui était un des généraux de la commune, et le bataillon Louise Michel. Cela étant, cette présence de la dernière guerre civile effective en France n'est pas l'apanage des communistes. Et on observe la réactivation notamment d'une mémoire versaillaise qui s'interroge sur la possibilité d'une guerre civile. Et là, on a un document très rare, tout à fait intéressant. Je suis déjà trop long ? Ça va ? Non, mais sinon, je sabre tel un... Ouais, c'est un beau passage, après je sabre tel un vulgaire Versaillais à part. Ouais. Donc, un document très rare. Voilà, le général Voiriot, chef d'état-major de la région parisienne, a publié un rapport en 1932 qui a été lu par le ministre de la Guerre, qui a circulé dans les cercles d'état-major et qui a été lu par le maréchal Pétain. Donc ce n'est pas une lubie d'officier, qui prévoit une nouvelle commune à venir, menée par les communistes dans toute l'agglomération parisienne, les 10 communistes pouvant s'appuyer en 1932 sur des ruraux déracinés et sur, dit le général, des gens de couleur, notamment nord-africains. Donc une nouvelle commune plus cosmopolite, plus impitoyable, car menée par des communistes très disciplinés, et une commune, préconise ce général, qu'il faudra vaincre au lance-flammes. Ah oui, quand même. Ouais, non, mais c'est la guerre des rues moderne. Et les uniformes qu'il prévoit pour la force contre-insurrectionnelle, en revanche, empruntent aux troupes coloniales, aux spahis. Donc on voit la mélange de résurgence d'une histoire versaillaise, de clichés coloniaux et de psychose du complot communiste. Et tout cela circule dans les bureaux de l'état-major. Puisqu'on parle de la mémoire de l'extrême droite, il y a toujours cette extrême droite contestataire qui veut garder cette commune militaire, patriotique. Et le meilleur exemple, c'est Doriot, en pleine Seconde Guerre mondiale, 1944, monté au mur des Fédérés. Le cortège est très réduit, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais 1944, les gens veulent plus s'afficher à côté du PPF. Mais malgré tout, donc, le cortège monte au mur des Fédérés et dépose une couronne, tenez-vous bien, en hommage aux morts de 1871 et à ceux du front de l'Est. Donc là, on est au sens strict en plein délire. Voilà, c'est le grand écart. Et l'extrême droite, ici collaborationniste, la plus fanatique, réinterprète l'héroïsme militaire de la commune en un sens hitléro-compatible. Bien, il fallait oser. Il a osé, c'est à ça qu'on les reconnaît, disait-on chez Audiard. Bien. Alors, très rapidement, du côté de la résistance, les communistes, dans l'humanité clandestine, accordent toujours une place importante à la commune, une commune elle aussi patriotique. En revanche, après 1945, la mémoire de la commune disparaît fortement
Parce qu'en fait, les communistes, qui sont toujours les principaux à la portée, ont trouvé mieux comme guerre civile. Ils ont trouvé la résistance. C'est plus récent. Ils ont plus de martyrs. Ils s'appellent eux-mêmes le parti des 75 000 fusillés. Puis surtout, c'est une victoire. Donc, la geste héroïque du PCF s'incarne dorénavant dans les événements de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de la Commune décline et ressurgit en 1971 au moment du centenaire. Là, je vais aller très très vite. Chez ceux qui sont portés par mai 68, ils découvrent une commune festive, libertaire, autogestionnaire, et s'oppose très fortement à la commune du PCF qui, là, paraît vraiment moribonde et qui, elle, continue d'insister sur la semaine sanglante, l'inorganisation, etc. Or, dans la foulée de mai 68, c'est vraiment l'espoir de mars 1871 qui est mis en avant et pas l'atmosphère militaire puis mortifère de mai 1871. Notons cependant que à ce moment-là, on a toujours une mémoire d'extrême droite minoritaire, mais qui existe. Pendant la guerre d'Algérie, l'OS se réclamait du colonel Rossel, c'est-à-dire cet officier rigoureux qui avait déserté pour combattre un gouvernement légal qui abandonnait l'Alsace-Lorraine. Pour l'OS, ça correspondait parfaitement à leur discours. Et plus surprenant encore, en 1969, le général André Zeller, un des 4 putschistes d'Alger, écrit un livre étrange qui s'appelle « Les hommes de la commune », qui est un livre empreint de sympathie pour les communards, empreint de désillusion également, un livre qui exècre la répression légale, valorise ceux qui se rebellent, et en même temps, c'est écrit par un officier de carrière qui donne des conseils à Thiers et aux insurgés. Bon. Mais on voit donc coexister ces différentes mémoires de la commune, mais qui très clairement font de moins en moins de place à la dimension militaire de la commune pour ne conserver que le martyre de la semaine sanglante. Et pour terminer sur le temps présent aujourd'hui, je ne donnais qu'un seul élément avant de conclure, c'est que si l'on cherche autre chose que la commémoration de la semaine sanglante, on ne trouve pas vraiment de référence à la commune combattante, sauf peut-être chez Tardy dans la BD Le Cri du Peuple en 4 tomes. Mais pour le reste, on veut mettre à l'écart, même chez les partisans présents de la commune, cette dimension militaire. Et lorsque Mélenchon, le 18 mars 2012, réunit 120 000 personnes à la Bastille, la référence à la commune est très claire. Le 18 mars, c'est le début de la commune. Il en parle régulièrement, considère qu'il y a le nouveau cri du peuple, etc., etc. Il appelle également plusieurs fois à l'insurrection, mais à chaque fois, il prend bien garde et précise à l'insurrection pacifique. Il ne voudrait surtout pas être accusé de pousser à la révolte. Donc, pour conclure, l'effacement de la commune combattante est patent, c'est évident. Mais on ne peut aujourd'hui, c'est l'évidence même, agiter ici et maintenant, imprudemment, la mystique de la prise d'armes populaire. En revanche, il faut tout de même noter que cet effacement de la commune combattante pose problème. On peut s'interroger sur le fait de réduire les communards à des victimes passives alors qu'ils étaient en premier lieu des acteurs de leur propre destin, qu'ils étaient une portion du peuple insurgé ne pouvant concevoir d'exercer sa souveraineté que si un fusil était à portée de main. Or, cette culture des armes, si anachronique aujourd'hui, était cependant indissociable de ce qui constitue encore, à mon sens, la modernité présente de la commune. Jacques Rougerie a dit de la commune qu'elle est un questionnement libertaire de la démocratie, c'est-à-dire une insurrection qui porte très haut l'organisation de la souveraineté populaire, où les représentants ne sont que tolérés par ceux qui les ont élus, et surtout où les citoyens entendent participer réellement à l'exercice quotidien du pouvoir. Or, l'effacement de la commune combattante risque d'entraîner avec elle celui de cette commune démocratiquement subversive, et en ces temps de crise de la représentation politique, garder présent à l'esprit cette complexe singularité passée me semble au contraire des plus pertinents. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.
je remercie Éric Fournier. Je lui ai demandé d'être un peu court pour que justement on ait un petit peu la possibilité de débattre ou même de reprendre certains éléments. Je suis justifié ma présence à la tribune quelque peu. Tout d'abord en vous recommandant la lecture de l'ouvrage parce qu'il y a beaucoup d'autres choses et notamment sur l'actualité, j'allais dire aussi, de non seulement ce long chemin de 1871 à nos jours dans la mémoire, ces instrumentalisations, ces formes d'oubli, de résurrection, pourrait-on dire, mais aussi comment actuellement aussi, bien sûr, la commune fait encore peur, et par ce que tu appelles effectivement des néo-versaillais qui, voilà, comme ça sera mieux. Voilà. Donc, je crois qu'on a bien vu, à travers tes propos, comment... à la fois, on pouvait se dire qu'on savait tout sur la commune, mais que sa mémoire elle-même avait une histoire et que cette histoire, elle nous disait aussi beaucoup de choses sur les apports de chaque période et aussi peut-être, alors ça sera une question, mais la dernière peut-être, sur la façon aussi de penser le futur, tu l'as dit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore penser la prise d'armes maintenant? Voilà, ça c'est une question. Autre question, enfin plutôt réflexion, c'est qu'on a vraiment un objet chaud, un objet qui est resté chaud et qui est effectivement non pas une histoire de victoire, non pas et qui est fait porter par les vaincus, et que dans tous les mouvements de résistance à l'oubli, on est plutôt sur des effets négatifs, génocide, esclavage, où on se dit effectivement que... Et là, cette mémoire des vaincus, elle s'est toujours transmise, alors évidemment avec des vecteurs, comme tu l'as dit, quand même assez étonnants parfois. Ça, on l'ignorait, et je crois que c'est une chose qui évidemment nous intéresse. Donc c'est effectivement cette mémoire rebelle qui peut-être est un élément donc majeur. Alors une commune qui peut toujours mobiliser, une commune qui est toujours présente, et je pense que en tant qu'enseignant, puisque tu es enseignant du secondaire, c'est aussi un élément important. Je crois que tu le soulignes en disant que la commune, alors on est toujours est oubliée, non, enfin elle est toujours présente quand même dans les manuels, mais aussi dans la façon dont les enseignants et même les élèves la réclament d'une certaine manière comme un des éléments dont ils ont encore connaissance. Voilà. Donc je vais vous laisser aussi la parole, bien sûr. Si tu veux répondre sur pourquoi cet objet c'était aussi chaud. Bon, tu l'as expliqué un petit peu. Sur est-ce qu'il y a encore des choses à savoir sur l'histoire de la commune ou est-ce qu'il faut en passer par la mémoire pour maintenant relancer des débats? C'est aussi une question possible. Et puis cette question donc d'une commune qui serait effectivement un moment rebelle, plus qu'un moment sphinx, peut-être incompréhensible, mais un moment justement de tous les rebelles possibles et cette impossibilité de penser effectivement le combat par les armes maintenant. Mais je vous laisse la parole. Je voulais revenir sur une dimension, je ne sais pas si c'est une dimension mémorielle importante, mais en tout cas, c'était très présent par exemple dans le film de Peter Watkins sur la commune, c'est finalement la dimension réforme sociale, où tout ce qui a été engagé, peut-être pas abouti, mais en tout cas, il y a eu énormément de choses de faites à côté justement de la guerre, et dans une situation particulièrement difficile justement. Et voilà, je voulais savoir si cette dimension plus sociale de la commune, en sens des réformes proposées, pour la vie quotidienne, je pense à la loi sur le travail de nuit, les boulangers, etc., est-ce que ça apparaît aussi quand même dans la mémoire de la commune finalement? C'est quand même peut-être ce qu'on en retient surtout, ce qu'on connaît le mieux. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait voulu présenter peut-être ces aspects guerre et paix plus clairement. Ça ne veut pas dire du tout qu'on exclut ce qu'on fait, ce qui a toujours fait, bien sûr, la connaissance, le savoir sur la commune. Et ce qu'on en retient, c'est effectivement toutes ces possibles de réformes sociales, de révolution sociale, plutôt. Mais c'est vrai que là, on avait demandé, voilà, guerre et paix. C'est pour ça. Donc je justifie la démarche qui était engagée, mais bien sûr, je te laisse répondre sur ces aspects-là qui sont importants. Beaucoup de projets de réforme sociale, quelques réformes sociales décrétées par la commune, la plus emblématique restant effectivement celle du travail de nuit des boulangers. Et c'est la plus emblématique parce qu'en fait, c'est la seule réforme sociale vraiment décrétée par la commune qui ne puisse en aucun cas être reliée au contexte précis de la guerre. C'est-à-dire que, par exemple, le moratoire sur
les loyers, il y a un effet lié à la guerre. Le mont-de-piété, les effets de commerce, là la commune réagit dans l'urgence aussi par rapport à une situation léguée par la guerre, et notamment le siège prussien. Et l'autre problème des réformes sociales de la commune, c'est justement que quand on regarde l'argent, la quasi-totalité du budget de la commune est tout de même consacrée à l'effort de guerre. Donc, par exemple, il y a eu beaucoup de projets sur l'éducation. Ils n'ont ouvert concrètement qu'une seule école. Alors beaucoup après ont été laïcisés, reprises en main, j'y reviendrai après à la base. Et le budget, je répète bêtise, je crois qu'il y a eu 1000 francs d'accordés. En revanche, au-delà des réformes sociales faites par l'autorité communale elle-même, ce qui est frappant, c'est la révolution sociale qui s'effectue par la base, par la réappropriation des lieux, par la modification brutale et immédiate des relations de pouvoir. Et c'est sans doute ça qui est le plus impressionnant, c'est-à-dire que toutes les hiérarchies habituelles à l'échelle des quartiers disparaissent brutalement au profit d'une relation beaucoup plus horizontale, égalitaire. Les termes madame, monsieur disparaissent, hein, citoyen, citoyenne. Et ceux qui ne comprennent pas ce changement à l'œuvre ont intérêt à se faire finalement très discrets et du coup se font très discrets. On a beaucoup de témoignages de notables qui restent reclus chez eux. Voilà. On est dans un préalable de démocratie, d'installation d'une démocratie directe qui ensuite mettra en œuvre des réformes sociales qui seront débattues, discutées. Donc effectivement, il y a toujours enfin, c'est le verre vide ou à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire finalement il y a eu peu de réformes de fait, il y en a eu beaucoup. Ce qui est important, c'est de savoir comment le processus justement de la mise en place de la loi, de la mise en œuvre du politique veut être transformé. Et qu'évidemment, vu le temps que dure la commune, on a que ce processus qui est décidé et pas... Alors on reste dans le programmatique forcément, puisque ne se met en place que la façon de pérenniser à long terme des réformes. Il ne faut pas oublier que la commune n'a duré que 8 semaines. Alors même s'il y a des décisions qui ont été prises, notamment je pense qu'il y en a une qui est importante, c'est la séparation de l'Église et de l'État, qui a eu lieu quand même quelques années avant 1905. Il y a eu également l'égalité des salaires chez les instituteurs. Il y a eu des ouvertures d'écoles professionnelles pour les filles. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps d'appliquer tout le programme auquel ils avaient pensé. Il ne faut pas oublier non plus que si il y a eu 20 000 morts pendant ces 8 semaines, et ces gens ne sont pas morts pour rien. Et il ne faut pas oublier l'idéal pour lequel ils se sont battus. Et c'est pour la raison pour laquelle il y a une association qui existe toujours, qui s'appelle les Amis de la Commune de Paris. Et nous sommes là justement pour honorer toujours leur mémoire. Et actuellement, nous avons demandé qu'ils soient réhabilités parce que pour l'instant, ils n'ont été qu'amnistiés. Et nous avons été reçus pour cela, y compris à la présidence de la République et récemment à la Chambre par le président de l'Assemblée nationale. Il semble que cela soit en bonne voie. Il y a une chose dont je voudrais parler, c'est cette histoire de la partie impensable de la prise d'armes, comme vous avez dit. C'est-à-dire, je pense que, enfin, moi, quand j'étais jeune militant, je me souviens que la question de la prise d'armes n'était pas du tout impensable et qu'elle était discutée. Elle était, je veux dire, c'est pas une chose qui fait partie de ce qui a disparu de la mémoire de la commune. Je pense que quand on essaye de parler de révolution citoyenne ou je ne sais pas quoi, c'est pas que c'est impensable, c'est que ce n'est pas d'actualité dans le rapport de forces existantes et dans la façon dont s'exerce le pouvoir. Si le pouvoir se met à s'exercer d'une autre façon contre le peuple, je pense que cette histoire de prise d'armes devient tout à fait pensable. En plus, je veux dire, il y a toute une espèce de discours sur comment penser la prise d'armes dans un régime dit démocratique. Ce qui se passe, c'est que
la commune elle-même, elle a pris les armes dans une situation où, disons, les termes avec lesquels les gens avaient été élus ou se trouvaient au pouvoir ou tout ce que vous voulez n'étaient pas remplis, c'est-à-dire un pouvoir qui, étant censé défendre le pays, donne les armes aux Prussiens, a une défaite, ne veut pas que le peuple prenne en main la situation. Donc, il y a une légitimation par l'histoire de cette partie combattante qu'il ne faut pas voir simplement avec la lumière du pacifisme actuel des partis de gauche. La dimension combattante de la commune, elle fait partie de la mémoire, et j'étais aussi un peu gêné dans ce que vous avez dit, parce que vous n'avez pas assez mis la différence entre la mémoire de la partie combattante et la notion de militarisme. On peut être tout à fait anti-militaire et se réclamer de la partie combattante de la commune. Sur la dimension antimilitariste et combattante, évidemment, il fallait que j'aille assez vite, mais je pense avoir évoqué dès la démolition de la colonne Vendôme d'une part, d'autre part, par le refus justement des communards puis des exilés de discuter leur mode organisationnel au combat qui aurait une forme de démocratie directe, y compris dans l'organisation des bataillons, y compris dans la révocation des généraux. Donc ça, je pense avoir évoqué dans le temps qui m'était imparti. Par ailleurs, sur la question de la prise d'armes, il est évident c'est une situation de contexte. Il est évident également qu'il ne s'agissait pas de considérer, je ne sais pas moi, comme une espèce d'impératif moral d'éloigner pour les siècles des siècles l'horizon de la prise d'armes. Cela étant, justement, si on replace dans une perspective historique, on peut quand même constater que c'est après la défaite de la Commune que l'horizon révolutionnaire dominant de transformation de l'État bourgeois passe de la prise d'armes insurrectionnelle à la grève générale insurrectionnelle qui a précisément comme vertu d'essayer de ne pas donner prise à une répression légale après la semaine sanglante. Et cette délégitimation du citoyen en armes est quand même assez nette, puisque les blanquistes se retrouvent très vite isolés, et surtout dans les manifestations, on passe de citoyens en armes avec leurs fusils du 1er 19e siècle à des citoyens portant au mieux des revolvers dans le cadre de l'autodéfense de la manifestation contre les charges de la police, mais n'ayant plus comme horizon la prise d'armes insurrectionnelle. Et même si on regarde dans l'entre-deux-guerres, le Parti communiste français a un rapport très compliqué avec la prise d'armes, ce qui fait que lorsque les premiers groupes de combat communistes se forment, lorsque ceux-ci rentrent en résistance, on trouve des jeunes militants qui ne savent pas se servir d'une arme à feu, qui savent à peine à quoi ça ressemble, à l'exception des quelques vétérans de la guerre d'Espagne. Donc cet horizon de la prise d'armes, il n'a pas disparu avec Mélenchon en 2012. En fait, il y a tout de même là, je pense qu'il y a vraiment une rupture avec la Commune sur la question de l'insurrection armée en France. On n'a pas retrouvé, après, une telle... la prise d'armes comme possibilité effective à très court terme pour changer le pouvoir, à mon sens. Après, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte sur cette question. Oui, insurrectionnelle, la Commune, elle l'a certainement été, mais ce n'est pas venu par hasard. Hein. Je pense que le mouvement de la Commune et les communards, il a été préparé par tout un tas de choses qui sont passées en amont. Mais que le libéralisme vont absolument effacer tout ça, l'a complètement écrasé. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple, juste un exemple, qui a été occulté et qui est toujours occulté. Jean-François Keil,
Vous connaissez? Non. Pour vous dire comment l'histoire l'a occulté, ce personnage. Jean-François Kehl était un patron, un ancien compagnon du Tour de France. Sous Napoléon III, il a monté une usine à Paris. Kehl. Bon, vous préférez Kehl. Bon, d'accord. Il a monté à Paris une usine qui est devenue une des plus importantes, sinon la plus importante de la région parisienne, de Paris, Intramuros. Je dis bien Intramuros. C'est la fameuse usine où on fabriquait les locomotives Crampton, qui ont sillonné le monde. Donc c'était un monsieur très riche. Ce monsieur, il a laissé les ouvriers, c'était un patron ouvert. Il a laissé ses ouvriers créer des mutuelles, s'organiser, se cultiver, y compris politiquement. D'ailleurs, certains historiens pensent que c'était les ouvriers les plus politisés de Paris. Et il a, il avait une théorie, ce patron, en disant, moi, il faut que mes ouvriers soient bien payés pour que je ne les force pas à habiter chez moi. Donc, il les payait bien. Il faut savoir qu'un balayeur de copeaux était payé aussi cher qu'un conducteur de locomotive à l'époque. Et ces ouvriers, donc, avaient une culture politique qui fait qu'ils réfléchissaient et ça venait. Et au moment de la Commune, Kehl, pendant le siège de Paris, a fabriqué des canons. Ces canons, ils n'ont pas jamais pu sortir de Payre, ils ont été stockés. Et vous savez où ils ont été stockés? À Montmartre. Ah oui, ça surprend quand je raconte ça, hein, parce que ce sont des choses qui ont été découvertes il y a très peu de temps par des historiens locaux de la région d'origine de Kehl, où là aussi on avait occulté complètement Kehl, parce qu'il avait aussi créé des fermes collectives. Et la région d'où il est originaire avait complètement occulté les choses et refusait l'argent qu'il donnait pour pouvoir, par exemple, créer un hôpital. C'est-à-dire que c'était une lutte féroce entre Thiers, les libéraux menés par Thiers, les libéraux républicains, et d'autres républicains qui étaient progressistes, et il fallait, au moment 70, menés par Thiers, que ces républicains progressistes disparaissent complètement. Et on a tout fait pour. Bien. Quand la semaine sanglante, quand l'insurrection est arrivée, Kehl était très malade. Il était sur la fin de sa vie. Il a donné les clés de son usine aux ouvriers, à ses ouvriers. Et il a dit, faites-en ce que vous voulez. Et pour vous dire qu'il était très proche donc des milieux révolutionnaires de l'époque, la Commune de Paris lui a donné un sauf-conduit pour pouvoir retourner mourir dans son pays, dans Chef-Boutonne. C'est quand même important, ce petit détail. Alors qu'il y en a d'autres bourgeois qui ont été carrément passés sous les armes à cette époque, il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, je pense que c'est ce que j'ai découvert donc récemment, m'a quand même ouvert les yeux sur quand même ce qui s'est passé au niveau de la Commune de Paris. C'est-à-dire cette espèce d'effacement, je dis bien un effacement, que la droite libérale devait faire de toutes les conquêtes ouvrières qui avaient été faites pendant le temps entre 48, la Révolution de 48, 1830, mais 48, et puis la suite, voyez-vous? Voilà, hein, des petites choses qui avaient été grignotées. Donc, il fallait complètement l'effacer. Et donc, voilà ce que je voulais dire, voyez-vous. Alors, moi, je vous demande votre avis là-dessus, parce que c'est quand même... Moi, ça me paraît vraiment important, cette affaire-là, cet aspect-là,
Et ils ont tous disparu, hein, ces ouvriers, parce qu'ils ont été aux premières lignes pour le combat. Hein. Donc sur la base d'un départ patriotique, si vous voulez, on a fabriqué des canons pour défendre Paris, une conscience politique derrière qui vous pousse à vous sentir appartenir à la classe ouvrière et à défendre ce qu'on a pu gagner en créant des mutuelles, en créant un syndicat clandestin, enfin tout un tas de choses comme ça. Et puis, d'un autre côté, en face, un pouvoir en place, hein, qui efface tout. Moi, je relierais ça, si vous voulez, à tout ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels, à toute la formation qui a eu lieu déjà depuis les années 1840, la fabrique, l'atelier, enfin bon. Donc là, effectivement, il y a eu une volonté aussi d'aider. Enfin, je veux dire, le patron philanthrope, ça existe. Il y a eu le patron philanthrope, ça existe aussi. Ça a permis aussi à des ouvriers de pouvoir développer un certain nombre de choses. Mais c'est surtout ces sociétés de secours mutuels qui se sont maintenues contre vents et marées durant le Second Empire, qui ont permis aux ouvriers eux-mêmes, hein, de se prendre largement en charge, plus que simplement parce qu'il y avait quelques bons républicains qui pouvaient exister. Et je crois qu'on ne les voit pas quand même tellement, on en trouvera toujours, mais je pense que c'est quand même pas effectivement l'essentiel. Et on sait très bien quand même que cette commune de Paris, elle a largement eu plutôt un effet de terreur sur la plupart des républicains. Le dire, enfin ça a été quand même, le choix ça a été de soutenir quand même ce qui se passait finalement pour la condamner, hein. On a quand même des témoignages de tous ceux qu'on aurait pu penser être du côté de la commune, ou du moins la comprendre, et qui n'ont absolument rien compris à ce mouvement. Donc je pense qu'il faut... je veux dire, l'historien, ça c'est toujours notre problème, hein, c'est que nous on est toujours là dans la nuance, hein, on essaie de... Voilà. Donc, mais c'est toujours intéressant d'avoir des informations, des explications sur des cas précis, mais c'est vrai que là, bon, on était évidemment amené toujours à aller assez vite. Et puis je rappelle que la commande était surtout d'essayer de rentrer plutôt dans ce terme, sans refaire l'histoire totale de la commune. Voilà. Je vais revenir rapidement sur la ligne de partage. En fait, d'un côté les libéraux, de l'autre les républicains progressistes. Je pense en fait que la ligne de partage à l'époque, c'est d'un côté les républicains qui se définissent comme démocratiques et sociaux, c'est-à-dire révolutionnaires, et les autres républicains, libéraux, progressistes, conservateurs, modérés, qui en fait... C'est une forme politique. C'est une forme de gouvernement. La République, c'est une forme de gouvernement. C'est une forme de gouvernement, ils vont se retrouver contre eux. Par ailleurs, le fait que les canons du 18 mars aient été fondus dans les ateliers Keil, c'est intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, c'est à mon sens tout de même que c'est le peuple parisien et pas seulement les employés de Keil qui aient fait une souscription pour faire fondre ces canons pour résister aux Prussiens. Ces mêmes Parisiens et Parisiennes qui se sont insurgés à l'aube du 18 mars pour s'opposer à la troupe, ces soldats de la troupe qui ont mis crosse en l'air, dans un registre, pour le coup, plus prise d'armes, l'exécution des généraux Thomas et Lecomte par une partie des communards. Là, on trouve les éléments déclencheurs et les acteurs de la commune de Paris. Ce qui importait à ceux qui se sont insurgés le 18 mars, c'était le fait que c'était leur canon. Voilà, là, l'estampille de fonderie dessus, à mon sens, avait une importance, je crois, toute relative. Et sur la question aussi du sauf-conduit, en fait, quels que soient les noms que s'étaient donnés certaines instances de la commune, comité de salut public, etc., on est quand même très loin de la grande terreur de 1792-1794, puisque l'exécution des otages n'arrive que tardivement dans le contexte devenu implacable de la semaine sanglante. De nombreux bourgeois, sans sauf-conduit, réussissaient à s'enfuir. C'était quand même assez mal, en début en tout cas, les frontières de la commune étaient assez mal surveillées et poreuses. Et beaucoup de communards, notamment les jacobins, l'analyse qu'on fait aujourd'hui en termes marxistes de lutte des classes, le patronat,
Pour les vieux jacobins, c'était sans doute pas leurs ennemis prioritaires, c'était le prêtre, le galonné, le noble, le propriétaire. Le grand patron, c'était un peu à la marge pour... et surtout à Paris, où les usines Kay, justement, sont encore une exception. C'est-à-dire les grandes usines sont très rares, c'est le monde encore de la fabrique, de l'atelier. L'usine, voilà. C'est 10 ouvriers. Hein. Oui, le terme usine, il apparaît à partir de 10 ouvriers, donc c'est... Voilà.